Cette année, j'ai fait un gros changement, j'ai changé de comptable et j'ai choisi Number. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services, par exemple quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, voilà, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit, il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le board, le podcast. Vous me connaissez probablement pas, mais je suis ravi d'être venu à Nantes pour interviewer Flavie Prévost sur son propre podcast, puisque comme vous allez le découvrir, c'est ses 3 ans, 399 épisodes au jour d'aujourd'hui, donc c'est 400e quasiment, vous aurez probablement d'ici là, mais moi, alors, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Laurent Broye et je suis l'hôte du podcast narratif Business en France. Il était une fois l'entrepreneur et fondateur de Inspire Média. Et je connais Flavie depuis quelques temps et que j'adore ce qu'il fait. Vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble parce que l'idée, c'est que Flavie fait parler les autres. Mais aujourd'hui, spécialement, c'est elle qui va parler et c'est elle qui va un peu se confier pour nous raconter qui elle est parce que probablement vous êtes nombreux à la suivre, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou ailleurs. Mais là, aujourd'hui, c'est son moment à elle et moi, je vais vraiment la cuisiner parce que je vous raconte pas, j'ai passé mes 2 derniers jours, à écouter des podcasts où elle parlait, à regarder des posts Instagram, à aller voir des posts LinkedIn, à écouter son premier podcast du 13 août 2020. Bref, j'ai appris plein de choses sur Flavie. J'espère aussi que vous allez en apprendre plein. Salut Flavie, bienvenue sur ton podcast. Je suis très intimidée d'être là, ça fait très bizarre. T'es dans mon salon, t'es en face de moi et moi je fais toutes mes émissions de podcast en visio, donc déjà je suis très perturbée. T'es dans mon espace et c'est trop rigolo. Ouais, alors vous voyez rien, mais on est très très bien installé dans une petite véranda avec une jolie petite bibliothèque et en plus il fait relativement beau, on est à Nantes, donc vraiment je me régale. Alors, on va démarrer sur ce premier épisode, en tout cas dédié pour les 3 ans du podcast Le Board. Il y a un truc qui est incroyable quand même. 400 épisodes en 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette staccanoviste du podcast ? Même si on pourrait dire que c'est des épisodes qui sont séquencés en mini-série, néanmoins, je sais comment tu travailles, je sais que pour la plupart, c'est toi qui les as fait avec tes petites mains. Comment t'as fait pour faire plus de 400 épisodes en 3 ans ? Staccanoviste, ça me va bien. Ben non, mais en plus, ça me prend du temps parce que par exemple, à chaque épisode, il faut que je trouve une musique qui me fait penser au thème, donc je réécoute pour savoir, je vais dans Spotify, je cherche une musique, je la rajoute et tout, et tu vois, je galère un petit peu au montage et tout. Donc j'adore. Comment j'ai fait En fait, je ne m'arrête jamais, je me pose pas la question. J'y vais, et depuis que je me suis donné un peu cette discipline-là, ça me plaît, et plus ça me plaît. Et en fait, je me dis, regarde, c'est 52 semaines. Maintenant que je suis tellement passionnée par le concept, tu vois, parce qu'au début, je me cherchais un peu, je trouvais ça pas top et tout. Là, maintenant, j'adore. 52 semaines, c'est pas énorme, en fait, pour parler pour présenter 52 sujets, 52 personnes que j'aime, à d'autres solopreneurs, 52 sujets que j'aime bien. Je trouve que c'est déjà pas énorme, tu vois, pour parler de tout ce qu'on aurait envie d'évoquer tout le temps. C'est pas énorme, mais il n'y a pas non plus tant de monde que ça qui arrive à faire ça. Enfin, c'est quand même une performance en soi. Non, mais voilà, tu vois, j'imagine, j'ai déjà trouvé, 20 invités, j'ai presque trouvé la moitié des gens qui vont participer dans le board. Donc, comme j'ai envie que tout le monde participe et tout, donc c'est pour ça que je fais un rythme hebdo. Oui, on va y venir sur ce sujet du board. Alors, ce que vous savez pas, et moi je l'ai écouté en long, en large et en travers, c'est que Flavie a une vraie forme. Elle ne veut pas le dire parce que du coup c'est l'antinomie, mais elle a une vraie forme d'humilité. Elle ne le dira pas, mais c'est une énorme travailleuse et je pense qu'on va l'aborder parce que ça soit en perso ou en pro, je pense que ça pose des challenges qu'elle doit affronter parce qu'elle ne le dit pas non plus, mais c'est la maman de 2 enfants de 2 et 4 ans en bas âge, donc forcément qu'on soit papa ou maman, mais ça reste moi qui suis passé par là il y a pas si longtemps que ça reste un sacré challenge de pouvoir faire les deux. On va commencer par un sujet de démarrage. Quand je suis allé voir sur
j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur Flavie, la présidente du Bureau des Arts dans une école de commerce qui s'appelle Neoma. Tu es artiste, tu as des activités artistiques. Enfin, c'est quoi le sens de ton engagement? Tu mets tout de suite le doigt sur un des plus gros complexes de ma vie. En fait, mon père est artiste. Enfin, pas de profession, mais disons, on va dire artiste à ses heures perdues, comme on dirait en side aujourd'hui, tu vois. Il a fait toute sa carrière de fonctionnaire. Et tous les soirs, toutes les nuits, il était dans son atelier, peindre, sculpter, dessiner, machin. Ma mère est prof de français, donc en plus elle écrit un petit peu tout ça, donc pareil, j'ai eu un peu tendance à vouloir essayer d'écrire des trucs, des nouvelles et tout quand j'étais plus jeune. Et du coup les deux aiment bien, j'ai fait beaucoup de musées, de visites, de trucs comme ça, donc moi je suis très sensible à cette matière artistique. J'ai commencé ma carrière dans des musées, donc suite au Bureau des Arts et tout, musée du Louvre, machin. etc. Par contre, je me sens pas à l'aise avec à faire moi-même de l'art, tu vois. J'aime bien consommer, mais je dessine pas bien. J'ai jamais trop réussi. J'ai fait de la musique pendant longtemps et j'étais pas très bonne en musique, tu vois. J'aimais pas faire mes gammes. Tu faisais quoi comme musique? Je faisais de la flûte traversière. Bah quoi, c'est bien, c'est un instrument comme un autre. Ouais, mais en fait, ma mère, elle essayait de me motiver en me disant, mais tu vois, toi qui aimes les concerts de reggae, de ska et tout, regarde, tes groupes préférés, la fille, elle fait de la flûte traversière, la fille des Ogres de Barbac, quoi. Enfin, je sais plus de quel groupe c'était. Et voilà, mais bon, j'ai pas eu une grande vocation d'artiste moi-même. Disons que je suis amatrice, mais pas très artiste. Et du coup, je sais pas comment dire, j'ai une forme de complexe où des fois j'aimerais bien me dire allez on s'en fout, dessine, fais ce que tu veux, et donc souvent genre je vais m'acheter des feutres, je vais me dis tiens je vais prendre des cours de bande dessinée ou quoi, mais je vais commencer mais je vais pas finir. Alors c'est là où je suis pas forcément, alors du coup je viens de comprendre le lien avec l'art artistique parce que en fait, c'est à la fois présent et pas présent dans ton parcours. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très présent sans que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Et je dirais même que la façon dont tu construis ton activité, il y a une forme d'art. C'est tellement... Tu jongles, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du jonglage. Et moi qui étais le premier à te dire « Ah non, comment tu fais pour te défocus? Tu fais tellement de choses, etc. » Mais en fait, tu arrives à jongler et c'est assez fascinant. Et on va y revenir. En fait, si on reprend, parce que moi, ce qui m'intéresse pas nécessairement, c'est de reprendre, parce que pour vous donner l'info, donc Flavie a été donc plusieurs années à travailler dans le domaine de l'art, et après t'as enchaîné à la Poste, avant de terminer chez Sixt. Donc la Poste, tu as eu des responsabilités d'abord commerciales, t'es monté au Comex, je crois. En tout cas... Oh non, au niveau régional, ouais. Au niveau régional, c'est ça exactement. Et après, quand tu as été recruté chez Sixt, t'avais une direction commerciale, pareil, basée autour de la performance. Enfin, j'ai vu que t'as toujours eu des rôles transverses en fait dans tes fonctions, qui montrent aussi ton appétence à quelque chose qui m'a beaucoup touché, que t'as dite. Et je vais reprendre mes notes. Désolé, j'étais pas censé parler autant, mais faut quand même que je vous le dise. Alors, le sujet qui m'a le plus touché et qui était vraiment, qui est aussi quelque chose qui est très présent en plus du milieu artistique, c'est que toi, ce que tu dis, c'est je veux apprendre des choses, c'est vraiment mon but premier. Tu as fait un entretien pour les alumni de Neoma où la première phrase que tu dis pendant cet entretien, c'est je veux apprendre des choses, c'est vraiment mon but premier. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement? Je suis curieuse. En fait, c'est même pas que de la curiosité, tu vois, parce qu'il y a des trucs dont je me fous, je vais pas aller explorer. Mais j'aime bien. Je m'ennuie. Comment dire? J'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie de toujours apprendre des nouvelles choses. Et justement, par rapport aux trucs artistiques, un des trucs que j'aime bien, c'est aussi être surprise. Et dans les artistes, il y a beaucoup de trucs qui m'inspirent quand je vais voir des expos ou quand j'écoute des émissions, genre, tu vois, typiquement des podcasts, je vais écouter des podcasts, genre, où il y a un chorégraphe qui va raconter sa façon de créer et tout. Et ça, j'adore. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Mais à chaque fois, j'en retire un petit truc en plus sur une façon de créer, une façon de penser à côté. Et et du coup, je sais pas, j'ai une forme de curiosité, mais plutôt la curiosité pour des choses qui me servent à rien. Je sais pas comment dire. Parce qu'en gros, par exemple, je suis pas curieuse pour lire un manuel de 50 pages ou un rapport de 350 pages. Enfin, il n'y a pas grand monde qui est curieux sur un manuel de 50 pages ou le manuel d'IKEA pour monter un meuble, on est d'accord. Non, mais tu vois, il y a des gens dans ma vie professionnelle que j'ai vu, que j'appellerais os à ronger, où en gros, ils vont poncer un sujet, quoi. Ils vont y aller à fond pendant des mois, des semaines et tout. Et moi, non. Au contraire, j'aime bien butiner.
Et après, ça me fait du lien entre les sujets et c'est là que j'ai un peu une épiphanie. Je me dis, ah tiens, c'est ça mon idée. Donc c'est là peut-être que, effectivement, quand ça sort de ta bouche, c'est plus intelligible pour moi, mais qu'il y a peut-être un petit côté plus artistique parce que du coup, l'artiste, la création, elle va naître un peu du chaos, de la confrontation avec des univers qui sont pas les siens et tout. Et donc, moi, j'aime, à Nantes, j'aime bien cette ville parce qu'elle est un peu comme ça. Des fois, je vais à un truc de musique le week-end avec mes enfants, j'avais pas prévu, et je me retrouve dans un fest-noz techno. Et tu vois, ça, j'adore. Et c'est exactement mes loisirs, c'est mes loisirs préférés. Voilà, j'allais dire des oxymores, non, mais des trucs un peu contraires et qui sont pas toujours de mon quotidien. Moi, je pense que tu es une vraie artiste, mais tu veux pas l'avouer, et que ton art, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ton art, c'est ton podcast, en fait, quelque part. Et c'est aussi la façon dont tu jongles avec toutes tes activités. Mais ton art premier, chez toi, c'est ton podcast. Dans plusieurs podcasts, justement, tu racontes la genèse de ce podcast qui, finalement, je veux dire, mon sentiment en t'écoutant, tu racontes que, justement, tu t'es retrouvé en confinement et que et que toi, tu es quelqu'un de très sociable, tu as besoin de voir plein de gens, etc. Et que c'est ça, le podcast qui t'a ouvert des portes dans pour aller voir d'autres personnes. C'était un peu ton side project pendant que tu étais directrice commerciale chez Sixt. Comment tu définirais ou tu retrouverais l'énergie qui a fait qu'un jour tu t'es dit, je vais prendre le micro et me lancer, quoi. C'est quoi parce que je vais encore spécifier ma question. Il y a des côtés où on se ressemble, toi et moi. Je suis pas du tout un extraverti, contrairement à ce que les gens peuvent croire, mais je suis un vrai introverti. C'est que moi, je vais arriver ce soir, je vais essayer de voir personne. Moi, j'ai mes enfants, mais je vais me prendre des livres, je vais être tranquille, etc. Et j'ai pas besoin des gens, moi, pour être bien. Et toi, je sens que t'es entre les deux aussi, et j'arrive pas encore à te situer sur le truc parce que tu donnes à voir quelque chose, mais ton intérieur est totalement différent. Alors désolé, ça ressemble à une séance de psy, mais... Non, mais en fait, t'es pas le premier qui m'ait dit ça. Je me rappelle un moment dans ma carrière, des fois, tu sais, tu te rappelles de petites phrases comme ça. Et j'étais quand même très carriériste, donc j'ai écouté beaucoup les conseils et j'ai eu la chance, notamment quand j'étais à la Poste, d'être dans un programme un peu d'accélération où on a pris soin de me former. On me poussait un peu comme une sorte de pépinière, tu vois, pour que je devienne quelqu'un dans l'entreprise qui allait prendre des responsabilités. Et une personne me dit... je sais pas ce qui se passe dans votre tête, Flavie, ou je sais pas quoi, enfin, ou ce que vous faites de vos soirées, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière la Flavie, là, que je vois un peu de façade, l'air de dire, il y a quelque chose d'intéressant là-dessous. Et donc voilà, ce côté un peu, pas forcément à dévoiler tout ce qu'il y a derrière cette façade, mais bon, on en reparlera, mais bon, bref, le podcast, je suis quelqu'un d'assez sociable, hein, donc j'avais pas besoin de podcast pour rencontrer des gens. Donc finalement, le côté continuer la sociabilisation, je le faisais déjà. Il y a un autre truc qui m'a décidé, c'est que j'écoute beaucoup de podcasts et que moi je me suis dit, attends, mais moi j'ai un point de vue aussi. Et en fait, il y a eu un point de bascule où je me suis dit, attends, moi j'ai un point de vue, je vois pas les choses comme lui, comme elle. Moi, j'aurais pas posé cette question. Ou alors, moi, j'ai pas envie de montrer cette facette-là. J'ai pas envie d'interviewer que des famous ou machin. J'ai envie de creuser un peu différemment et tout. Et à partir de ce moment où je me suis autorisée à assumer un peu mon propre point de vue, j'ai créé mon propre podcast et là j'ai commencé à être l'intervieweuse et du coup quand t'es l'intervieweur, c'est toi qui design un peu et du coup tu commences à avoir un propos et voilà, et du coup j'ai eu envie aussi, et ça s'est croisé avec des moments où je me dis faut oser prendre sa place, tu sais, moi je suis assez féministe et dans ma carrière il y a eu comme ça des moments où j'ai lu des bouquins féministes qui m'ont fait réaliser qu'il y avait des choses à faire ou à ne pas faire, justement pour pas se faire évincer ou pour pas se faire assigner à certaines places. Et là aussi, ça a été un révélateur parce que a posteriori, j'ai regardé le nombre de femmes qui animaient des podcasts et tout, j'en ai vu très peu, notamment sur des podcasts business, encore plus tard sur la tech avec le côté Web3 et tout. Voilà, donc je pense que c'était ça, avoir un point de vue. Et à partir du moment où j'ai commencé à me lancer, j'ai pas eu le super angle ou le super point de vue tout de suite, mais ça m'a autorisé. Et puis plus c'est allé par petites touches, ça m'a permis de plus en plus vraiment assumer complètement jusqu'à aujourd'hui où j'ai un concept un peu bien à moi. Mais il est arrivé subrepticement, tu vois, il est pas arrivé tout d'un coup. Il est arrivé à pas feutrer. Oui, il est arrivé par itération. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai pris cette question de l'art, parce que je sentais que c'était un truc qui était important. Et je me rends compte du travail que tu as fait autour de ce podcast, qui est vraiment
ton bijou à toi. J'ai pas d'autres mots en fait. Et ton travail par itération, il est. Tu vas nous le raconter, mais quand tu as quitté Sixt justement, qu'est-ce que tu as ressenti? J'aimerais bien aller te chercher aussi du côté des émotions, parce que après avoir passé beaucoup de temps avec toi par podcast interposé, je me suis rendu compte que tu étais quelqu'un qui exprimait pas beaucoup ses émotions. Et je voulais aller te chercher aussi de ce côté-là et comment tu t'es senti quand tu es parti de Six? Est-ce que c'était la joie? Est-ce que c'était la libération? Ou est-ce qu'au contraire c'était j'ai peur mais j'y vais? Comment tu t'es senti? Alors déjà, faut savoir que je suis quelqu'un d'assez équanime. Tu vois, je suis plutôt à la cool. Donc, j'ai pas d'énormes pics d'émotions trop bas, trop down et tout. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez joyeux aussi. Donc, et assez détendu. Donc, par exemple, typiquement, tu me dis comment je me suis sentie quand je suis partie. La première pensée qui me vient, c'est non, normal, rien de particulier. Parce qu'en fait, j'étais déjà partie depuis un petit moment. Enfin, c'est-à-dire que je préparais. J'ai lancé mon podcast, j'ai préparé plusieurs étapes. Et en fait, c'est dans ces étapes préparatoires. Par exemple, la première fois que j'ai cliqué sur publier... Attends, tu veux dire que tu avais déjà l'intention de partir avant même de lancer ton podcast? C'était pas très clair. Mais à partir du moment où j'ai publié mon podcast, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, je vais publier mon podcast, mais qu'est-ce que vont dire les gens ? Comme un artiste qui, quand il livre un tableau, ou quelqu'un qui peint, ou quelqu'un qui... Tu mets ton expression au monde, c'est quoi. ça. Et donc, et à partir de là, c'était d'accord que ça fait basculer parce que l'art du podcasteur, c'est finalement, t'apprends à faire beaucoup de choses qui ont un rapport avec l'entrepreneuriat et tout ça. Et donc, voilà, c'est toutes ces petites étapes, ces micro-étapes-là où j'ai eu peur. J'ai eu peur la première fois que j'ai posté un post sur Instagram pour présenter ma vision de je sais pas quoi, du leadership à l'époque. Ils existent encore, hein, ces posts. C'est ma nièce qui m'avait montré comment faire un post. Après, j'ai eu peur du podcast. Après, j'ai eu peur quand j'ai dit vas-y, on déménage à Nantes. Et j'étais pas encore partie, machin. Donc je me disais comment ça va se passer. Mais comme j'avais fait tous ces micro-pas, c'est bon, j'étais déjà en train de descendre l'escalier. Donc au moment de négocier, d'ailleurs, heureusement, j'avais des bonnes relations, donc là, après, c'était la dernière étape. Mais voilà, dans ma tête, j'étais déjà partie. Et je vais te dire, ce qui m'a fait basculer, c'est d'avoir déjà fait ces premières étapes. Et surtout, le monde du Covid, pour moi, a été un monde merveilleux parce que tout a bougé, j'ai dû tout réinventer, c'était la merde, il n'y avait plus d'activité, il fallait tout changer et tout. Moi, je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans l'incertitude et tout, j'adore. Et par contre, quand il a fallu revenir tout comme avant, back to basics, et que là, on a dit, allez, on se retrousse les manches, on fait tout comme avant, on met en place tout comme il y a 5 ans, là, j'étais désespérée et je me suis dit, ah ben non, mais moi, je peux pas revenir en arrière, il faut que je continue ma trajectoire, quoi. Donc, moi, j'étais déjà partie, en fait. À ce moment-là, quand j'ai entendu Back to Basics, dans ma tête, j'ai dit, bah, si tu veux, mais moi, je vais tracer ma route. Donc, j'étais plutôt euphorique, et je suis encore euphorique, et ça continue. Voilà. J'ai pas eu peur, en fait. Mais peut-être parce que je suis un peu bisounours aussi. J'adore. C'est effectivement, tu l'as dit à plusieurs reprises, le côté bisounours, j'aime bien le... Mais il y a un truc aussi que j'ai entendu, alors j'ai peut-être mal entendu, tu disais que tu avais à un moment donné eu un projet de start-up. Alors c'est quoi cette histoire? J'ai pourtant essayé de creuser le sujet, je n'ai pas trouvé de mention. Tu l'as mentionné que dans un seul podcast. Et d'ailleurs, Alexis Minkela n'a pas creusé le sujet avec toi parce que en fait, cette phase de transition elle est hyper importante et j'ai pas pu mettre des mots. Donc du coup, je vais essayer de répondre à ma question. C'est que entre Sixt et ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu une période de transition qui a duré pas longtemps. Elle est hyper fondamentale en plus, parce que sans ça, j'en serais jamais là aujourd'hui avec le board et tout. Parce que c'est même ça qui m'a donné l'idée de faire le board. En gros, moi, tu sais, j'étais dans un univers classique d'entreprise, quoi, où il fallait être PDG, c'était le Graal. Après, il fallait être start-upper, parce que ça servait à rien d'être dans le corporate, c'était naze. Les grands groupes et tout, c'est des vieux et tout. Il fallait être start-upper qui scale. Donc moi, j'étais encore dans ce rêve-là et je me dis, bah vas-y, c'est le Covid, j'ai du temps, j'étais en activité partielle, on était en remote, je voyageais plus partout et tout. Je me mets chez Willa en incubateur. Donc Willa qui est un incubateur dédié aux femmes, je crois, sur Paris. Les femmes dans la tech. Ouais, femmes dans la tech. Et j'ai une idée, et l'idée, je me rappelle très bien, elle est venue l'été quand je faisais des randos à la montagne. J'en parle à mon mec, je lui dis, tiens, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses et tout, vas-y, je vais candidater. Et l'idée que j'avais eue, elle était assez simple, mais déjà à l'époque, c'était sur le freelancing, mais il y a presque 3 ans. Je me dis, je suis directrice commerciale, je suis sûre qu'on peut externaliser les commerciaux et qu'on peut faire des commerciaux fractionnalisés dans les entreprises. Mais par contre, il faudrait l'organiser. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire les COALA, les commerciaux à la demande.
D'où j'avais fait un petit pré-roll dans mes premiers podcasts pour tester et tout, et j'ai été incubée avec cette idée. Et quand j'ai fait cette idée, je le développe, machin, je me dis, je vais faire un média. Donc il y aurait une plateforme, il y aurait quoi ? C'était quoi, une plateforme de mise en relation Ouais, une plateforme, un collectif, je savais pas trop encore. Je me dis, je vais faire un média. Et à cette époque, j'ai déjà l'intuition que faire un média quand t'es une start-up ou une marque, ça serait important pour se faire connaître parce que sinon, t'es trop petit, personne parle de toi. Donc je me dis, bon, vas-y, je vais l'appeler le board et ça va parler aux dirigeants parce que comme ça, les dirigeants, c'est quand même eux qui vont décider les achats, les commerciaux et tout. Tu vois, donc à l'époque, c'était pas encore les solopreneurs. Vas-y, donc je fais ça. Et quand du coup, t'es incubée par Willa, là. Je suis incubée par Willa, j'ai des cours. T'as candidaté et c'était physique ou non, à ce moment-là, non, tout est c'est encore 100% remote. 100% remote. Donc là, c'est l'avantage aussi. Ok. Donc là, j'apprends en vitesse grand V tous les trucs de start-upper, MVP, no-code, automation. Donc là, ça m'aide énormément parce que, tu vois, c'est un cours d'accélération. Là, le MVP de Koala, c'était donc Minimum Viable Product pour voir si ça marchait. Je suis allée moi-même faire la freelance commerciale dans des boîtes pour voir si ça marcherait. Et c'est là que, complètement par hasard, je découvre le freelancing et je me dis, putain, c'est cool en fait cette vie. Ça se trouve, je pourrais faire ça et tout, plutôt que de monter une start-up. Parce qu'à ce moment-là, la start-up m'arrive dans la figure en mode, ok, ça va être bien, mais il va falloir que je fasse comme avant, recruter, former, licencier, manager, quoi. Et du coup, j'aimais bien, mais c'était refaire comme j'ai toujours fait. Donc moi, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et c'est là que je me suis dit, bah vas-y, écoute, fais ton truc, fais freelance, fais du Web3, fais du podcast. Et si jamais rien ne se passe comme prévu ou si ça va pas, tu pourras toujours revenir à ton idée d'agence ou de collectif. Parce qu'au départ, le Web3 n'était pas dans ton environnement encore. Non, juin 2020, dans ces eaux-là. Ouais. Je m'y intéressais plus avec les Américains et tout, mais c'était pas encore trop une possibilité professionnelle pour moi. Enfin, je m'autorisais pas à penser que ça pouvait en être une. Ok, du coup, j'ai la réponse à ma question suivante qui était qu'est-ce que We Are Koala ? Parce que quand on va sur Papers, qu'on tape Flavie Prévost, on tombe sur We Are Koala et on devine que We Are Koala, c'est la société qui chapeaute toutes tes activités, en fait. Parce qu'au départ, tu avais l'idée de la start-up qui devait s'appeler We Are Koala. C'est ça. C'est mon nom commercial, je sais pas quoi. C'est ton nom d'entreprise, ton nom social, quoi, si je puis dire. Et alors que ton nom, ta marque, c'est le board, etc. Et comme je suis un bébé entrepreneur, je savais pas ce qu'il fallait mettre comme nom. Enfin, tu vois, au début, tu passes toujours des heures sur des trucs qui servent à rien, genre ton logo, le nom de ta boîte. Et voilà, du coup, ça vient de là. Ah, ok, j'ai la réponse à ma question. Il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est que même chez Six, d'ailleurs, tu le dis dans ton profil LinkedIn, t'es une bidouilleuse, en fait. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on reproche aux gens qui viennent des COMEX, ou en tout cas d'avoir des postes de dirigeants, c'est que vous savez pas mettre les mains dans le cambouis. Et toi, t'es tout le contraire. Tu mets les mains dans le cambouis jusqu'à ce que probablement, alors je ne sais pas, mais ce podcast qu'on est en train d'enregistrer, c'est probablement toi, Flavie, qui va le monter. Tu fais tout, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors déjà, je suis un peu, j'allais dire une fausse COMEX. Non, c'est pas ça, mais c'est que COMEX, tu penses aux gens qui ont des assistants et tout ça. Faut imaginer que à la Poste, il y avait quand même très peu de moyens, quoi. Donc, tu vois, même si c'est une grosse boîte, c'est assez frugal. Et du coup, ça m'a incité. Je devais être hyper créative. Je manageais 250 personnes. Je n'avais pas de note de frais. Je sais pas si tu peux t'imaginer ce que c'est. Non, je peux pas. C'est impossible. C'est possible. C'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, je me suis direct mis en société. J'ai des notes de frais et voilà. Non, mais genre, donc, mes équipes se font braquer parce qu'il y avait des braquages à main armée et tout, hein. J'arrive, la médecin du travail m'avait dit il faut acheter des pains au chocolat, des trucs parce qu'ils ont des chutes de glycémie, ils sont pas bien, ils vont tomber dans les pommes. Donc j'arrive avec des croissants, des trucs pour qu'ils aillent mieux. Et je me rappelle encore de la contrôleuse de gestion qui voulait pas me rembourser les 10 balles de croissants. Et j'avais dit écoute, j'en fais une affaire de principe, vous faites chier, c'est hors de question que je paye des croissants de mes mecs qui se sont fait braquer. Bon bref, je te passe les détails. Donc premier truc, donc là j'ai dû inventer, je pense que tu n'imagines même pas les inventions que j'ai faites pour que ça soit fun, avec des budgets genre 30 €, 50 €. J'ai fait une sortie avec mes équipes. Ils étaient 10 et je les ai emmenés à Lille avec un train cheap. Ensuite, on allait visiter le musée d'art contemporain, le Tripostal, il y avait une expo. Enfin bref, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça soit fun et tout, qu'ils aient l'impression de vivre un off-site incroyable.
avec vraiment un budget, mais ridicule. Et après, quand je suis arrivée chez Sixt, il y avait du budget, mais c'était très lean. Il n'y avait pas trop d'assistants et tout. Donc là, pareil. T'avais du budget, mais tu devais quand même tout faire toi-même, quoi. Ouais, exactement. Et parce que c'était quand même une boîte allemande où en gros c'était pas non plus super bien vu. On avait des gros budgets pour faire des grosses fêtes et tout. Par contre, on n'aurait pas eu une assistante perso, tu vois. Et donc ça m'a appris ce côté un peu bidouilleur et je suis contente de l'avoir. Au moins de savoir faire des trucs de mes 10 doigts. Et enfin la couche incubateur où t'apprends aussi à faire des trucs en no-code et tout en plus. Et qui moi un petit côté artisan que j'aime bien. Et je pense que c'est ça qui fait que des fois je ne délègue pas assez, c'est parce qu'en fait, je suis dans le flow. Tu vois, tu dois le vivre aussi quand tu cherches des musiques, tu fais ton petit truc, comme moi je fais mes petits visuels. En fait, c'est un peu comme faire un album photo, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Enfin non, je déteste faire des albums photos, mais j'ai 1 million de photos imprimées, j'ai horreur de ça, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment bien. Alors moi, j'ai jamais fait de montage, donc j'ai toujours un ingé son dès le démarrage, même à petits coups. J'ai toujours délégué cette partie-là. Là, pour le coup... non, mais j'ai un ingé son, quand même. J'ai un ingé son, mais... Mais il intervient pas tout le temps, du coup. Si, le seul truc, c'est quand je suis un peu à l'arrache, quoi. En gros, je vais changer d'idée le vendredi pour le lundi et je vais dire, attends, non, je vais mettre ça, j'intercale. C'est hyper intéressant parce que du coup, je pense que c'est pas seulement parce que t'es dans un environnement qui t'ont contraint, c'est parce que toi-même, t'adores faire ça. Ouais, oui, j'adore. Pour moi, c'est les deux combinaisons qui font ça. C'est que t'aimes bien. On revient encore à cette idée artisan, artiste, quelque chose de faire avec ses mains. Tu vois, il y a quelque chose de la production. Et je retrouve ça dans l'écriture, qui est un side effect que j'avais pas du tout envisagé, mais dans les temps qui courent, quand t'entreprends, t'es d'accord qu'en fait t'écris beaucoup, parce que tu t'écris des pages et des pages de présentation, t'écris des decks, t'écris ton profil LinkedIn, tu postes nanana, ou même si c'est quelqu'un qui t'aide et tout, mais t'as quand même... Et donc, le côté écrivain aussi, c'est vraiment dans le flow, quoi. T'écris. Je sais que toi, t'écris beaucoup dans ta newsletter, que je lis et tout. Et ça, j'aime bien aussi, quoi. Et c'est le côté... Et là, mes activités, elles se sont vraiment mélangées à des trucs que j'adore faire de plus en plus. Et du coup, c'est encore plus dur de les contraindre. Parce que comme j'aime bien, mon mec me disait à un moment, arrête de travailler tout le temps, en fait. Parce que j'étais tout le temps en train de faire un petit truc artisanal pour le board. Et c'est vrai que ça avait trop débordé. Alors vous allez voir, on parle souvent de son mec, mais on va en parler vraiment. J'ai tout un créneau pour parler du mec de Flavie. Tu vas nous présenter. J'ai peur. Ouais, tu me tends presque la perche. Non, il y a un truc quand même que je voulais aborder avec toi parce que finalement, t'as quand même fait des sacrifices. Tu passes de je suis salarié, où je gagne grosso modo 150 000 euros par an, à freelance où pour gagner 150 000 euros par an, il faut facturer 300. Évidemment, c'est impossible aujourd'hui dans l'état actuel des choses, à moins de scaler ton activité. Comment tu as vécu cette régression salariale, si je puis dire, et comment tu le vis en famille, quoi? J'ai donc dans mon côté pour Balou, livre de la jungle pour être tranquille et tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est penser au pire. Tu vois, en gros, et au pire quoi, là, qu'est-ce qui pourrait m'arriver et tout. Donc, avant de partir, j'ai bien sûr pensé à ça. T'avais ton chômage quand même. Oui, bien sûr. Donc, alors déjà, pendant ça, 2 ans. Voilà, donc ça, c'est important. On est quoi là Oui, donc ça s'est terminé il y a pas très longtemps. Non, mais je l'ai encore. Non, je l'ai encore. Ah, tu l'as encore. Parce qu'en gros, je suis partie un peu plus tard que, tu sais, j'avais mon congé maternité et tout. Donc du coup, j'avais commencé beaucoup de choses en avance. Ça donne un peu de marge du coup. Il me reste presque encore 1 an, tu vois. Et du coup, j'ai quand même voulu faire du chiffre d'affaires tout de suite. Mais bon, j'avais calculé en fait de combien j'avais besoin pour vivre et tout. Comme ça, j'ai été rassurée. Je me dis, bon, même si je fais je sais pas combien de chiffre d'affaires, ça va, ça passe. J'avais fait des réserves aussi. C'est l'avantage aussi de se faire chier, avoir une carrière en corporate, de pas compter ses heures et compagnie. Tu vois, c'est quand même... Moi, quand les gens sont là, ne jurent que par le freelancing ou ne jurent que par le salariat, je suis un peu en tempérant, en disant, attends, c'est bien d'avoir un peu des périodes où tes revenus changent et tout. T'as le droit aussi de un peu thésauriser, puis après être un peu plus cool, voilà. Et après, d'un point de vue statutaire, je trouve que j'y ai pas perdu parce que avant, je pense qu'on m'aurait jeté des cailloux, quoi, de devenir freelance. C'est important cette phrase. Ouais. Quand tu dis statutaire, ça veut dire en termes d'image que les gens ont de toi en fait en soirée ou avec les amis, quoi. C'est ça que tu veux dire ou pas seulement? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu parles du niveau de vie. Bon, le niveau de vie, t'as pas non plus besoin d'un. Enfin, moi, j'avais pas besoin d'un niveau de vie incroyable, donc ça me suffisait. Par contre, j'avais peur du côté statutaire de.
Et si je partais d'un truc intéressant et bien, et tu sais, la fameuse carrière, un peu comme quand tes parents, ils te disent, mais attends, je comprends pas ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que t'es parti faire et tout. Et là, j'ai été aidée par plusieurs trucs. Je crois que dans la société, en ce moment, c'est un peu plus cool de faire ce que tu as envie de faire, de devenir entrepreneur. Le freelancing revient en hype. Ça y est, on commence à comprendre que ça peut être intéressant et qu'on peut quand même bien gagner sa vie. Et de deux, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah du coup, comme je suis avec des gens toujours dans des sphères entrepreneurs, dirigeants, créatifs et tout, bah j'ai gardé un environnement de travail où j'aime bien les gens avec qui je bosse et tout. Donc j'ai gardé ce contact avec les gens de ma vie d'avant, si tu veux, et que je sais pas si c'est très clair, mais si, du coup c'est clair. Tu fais la synthèse entre le freelancing et le salariat et que tu prends, entre guillemets, désolé, je reformule, tu prends le meilleur des deux. Et ça m'amène à un sujet du coup que je voulais aborder avec toi, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'en ont pas conscience, mais au final, tu as une activité qui te rémunère et tu as une activité qui te coûte de l'argent, pour faire simple. Celle qui te rémunère, de ce que j'ai compris, et je suis allé voir sur ton profil sur Malte, c'est celle où tu vas être une directrice commerciale par intérim ou comment ça s'appelle. Alors tu dis fractionné. Je pense que pour les gens c'est pas toujours clair le mot fractionné, mais en tout cas directrice marketing à temps partiel, directrice commerciale pardon à temps partiel. Ça te rémunère et le reste du temps, 2, 3, 4 jours par semaine, tu l'investis dans toutes tes autres activités qui sont à côté, le podcast, le collectif avec le Web3. Et puis je rajouterais toutes les activités que tu as de prise de parole, de YouTube, etc. Enfin que tu as développé ou que tu veux développer ou que tu vas développer, ça on va en parler. Mais tu vois, c'est intéressant ton modèle parce que finalement tu as une partie qui est moins connue, mais qui paradoxalement, en faisant ton podcast, tu l'as dit d'ailleurs chez Alexis Minkela dans Tribu Indé, c'est que même si c'est pas lié directement, ça te ramène des leads en fait. Ouais, alors. Alors, j'y réfléchis depuis. Non, c'est pas ça. Mais c'est que je me suis pas facilité la tâche, c'est sûr, parce que mon activité de média, elle est pas directement liée à mon activité de freelance. Donc c'est un peu con. Hein, si vous lancez, vous m'écoutez, faites pas ça. Parce que vraiment, et toi, je sais que ça fait partie de tes réflexions aussi. Alors c'est passionnant, mais du coup c'est un peu fatigant parce que du coup c'est comme si j'avais deux marchés dans lesquels j'intervenais et on en a longuement parlé toi et moi de ce côté, est-ce qu'on a le droit de se disperser, est-ce que j'économiserai pas du temps, de la charge mentale, de la santé mentale et autres à faire que un truc. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi du coup je me suis lancée, je me suis dit obligée, je dois être diversifiée parce que je vais pas faire que vendre mon temps toute la journée parce qu'en gros quand moi je vends mon temps, je travaille dans des équipes avec moins de thunes, moins capées et des boîtes moins stylées que celles où je bossais avant. Et ok, je gagnerais potentiellement plus d'argent si je vendais 5 jours sur 5. Mais en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En gros, je vais refaire ce que je faisais avant en moins bien et je vais gagner quoi ? Plus d'argent. Mais tu vois, c'est pas un moteur. C'est pas dans l'idée. Ouais. De l'argent, j'en gagnais assez. Bon, ça me va. C'est pas mon moteur numéro 1. Diversifier, du coup, c'est par contre, c'est beaucoup plus un pari. Parce que quand tu lances les trucs, tu sais pas si en fait ça va marcher. Parce que l'histoire de l'attraction, ouais, tu vas sentir une traction et tout. Des fois, pour avoir de l'attraction, faut insister un peu quand même. Genre le podcast, tu vois, c'est pas. Au début, personne n'écoute. C'est l'anti-traction, c'est probablement le média anti-traction, quoi. Ça, c'est un truc de malade. Et du coup, je pense que j'ai fait une erreur aussi. La première année, comme j'étais. Justement, j'avais une ambition de faire un certain niveau de chiffre d'affaires pour montrer que j'étais pas genre un parasite qui vit sur Pôle emploi et tout. Et j'ai quand même pas mal accepté de mission de vente de temps et j'ai fait just, mais j'ai dû faire 100 000 euros de chiffre d'affaires quasiment en 2021. Donc ma première année complète, je sais plus, c'était de mars à mars. Ouais, mars à mars, c'était 100 000 euros, c'est bien ça. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal, donc ça m'a rassurée. Mais du coup, j'avais 80%, c'était de la vente du temps. Et là où j'ai fait une erreur, je pense, Laurent, c'est que c'est autant de temps que j'ai pas investi à développer encore plus le board, parce que ça se trouve, si j'avais encore fait, comme on dit, les bouchées doubles, beaucoup plus poussé, chercher des sponsors et tout dès le début, j'aurais pas attendu 2 ans avant que vraiment de trouver des sponsors, avant de développer des produits et tout. Parce que tu y as passé combien de temps cette première année à travailler sur ces...
Pourtant, j'ai passé du temps. J'allais dire, je freelançais 1 ou 2 jours par semaine. Tu vois, c'est pas non plus énorme. C'est pas si énorme que ça. Donc, t'avais à côté, te connaissant en plus, tu pouvais bosser week-end et soirée. Du coup, c'est comme si t'avais quasiment un temps plein pour développer tout le reste. Voilà. Bon, en tout cas, on peut pas réinventer l'histoire. Et je pense Et aussi, ce qui m'a rendu meilleure dans le board, c'est quand même d'être freelance moi-même. Parce que comment tu pars un podcast sur le freelancing si t'es pas freelance? Et c'est un peu ce que je regrette dans certaines trajectoires de gens qui donnent des conseils et qui les ont plus, alors qu'ils ont jamais été freelance. Et moi, je les teste. Je fais un épisode sur, je sais pas, les prix, puis je vais le tester après avec un client. Du coup, non, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que tu viens de dire, si je devais refaire les choses, je les ferais peut-être différemment de ce que j'ai fait. Sous 2 angles, j'ai un podcast, mais qui ne m'apporte pas directement du business. Donc, si demain, pour X raison, tu vas arriver à la fin, mais tu as accumulé du chiffre d'affaires, j'imagine que le chiffre d'affaires que tu as accumulé te permet de voir un peu plus loin que la fin de ton chômage. Et du coup, ça doit te rassurer. Néanmoins, pour ta fierté personnelle, t'as pas envie de te dire, bah non, je suis capable d'aller chercher du chiffre d'affaires et trouver cet équilibre avec une activité rémunératrice et une activité. J'ai exactement, si tu lis ma newsletter, la même problématique. Parce que j'ai une activité qui me coûte de l'argent et du temps et j'essaie de développer une autre activité à côté pour financer ça. Et c'est pas simple, surtout quand les 2 activités n'ont pas un lien direct, en fait. Exactement. Et pour complexifier, je rajoute Fleet, le Web3 et Marie dans l'équation. Parce que tu veux dire quoi, Marie ? Marie, c'est la créatrice de Fleet, Marie Robin. Voilà, tu redonnes son nom pour les gens qui te connaissent pas. Elle a été interviewée sur ton podcast. Hein. Ouais, je la rencontre sur LinkedIn. Parce qu'un jour, j'ai mis Web3 sur mon profil et je réponds à un gars de Nantes que j'ai rencontré, machin, dans les commentaires. Et elle m'écrit en privé et elle me dit, je suis en train de monter un collectif Web3, j'ai vu que tu t'y intéressais, on peut discuter et tout. Et à partir de là, le coup de foudre pour le projet, pour le sujet, machin. Et c'est la première fois que là, je me dis, vas-y, je suis encore au tout début de l'exploration. Donc après tout, ça se trouve, je peux trouver un débouché professionnel, je peux devenir freelance dans ce domaine, je peux développer ce collectif-là. Et c'est là que ça rajoute un peu de la complexité à mon modèle. Un 3e truc à développer sur une 3e cible. Surtout en termes d'image, les gens ils ont du mal à dire attends, elle a fait quoi la fille ? Elle fait elle a 3 ou 4 activités, on n'arrive pas à s'y... Et je reconnais que c'était un énorme bazar, mais je crois que je viens de trouver le nœud, le lien, tout ça. Alors attends, faut qu'on s'arrête quand même. C'est hyper important ce que tu dis là, parce que tu dis quand même, je vais me permettre de faire une reformulation, tu dis quand même quelque part, tu regrettes, t'as testé, tu dis c'est un peu compliqué de me positionner sur autant de sujets et qu'il va falloir qu'à un moment donné je choisisse et que je me positionne sur un des sujets, que je finisse par faire des choix et donc d'exclure des choses. C'est hyper intéressant parce que c'est la première fois que je t'entends dire ça en fait. Alors oui, parce que moi j'aime pas ce côté. En fait, j'aime pas les gens. Il y a des gens dans la vie, tu sais, qui disent non à tout, qui sont hyper parcimonieux avec leur temps et tout, et je supporte pas. Enfin, je le vis très mal. Je le vis comme un échec quand ces gens-là me disent non. Moi, je dis oui à tout. Encore ce midi, je bouffais. Tous les midis, je vais manger avec des gens à Nantes. Enfin, tu vois, j'aime bien. Et en fait, et d'ailleurs, ça m'apprend énormément de choses de rencontrer les gens. Tu vois, je suis pas utilitariste sur ça. Non, mais ça se sent. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire ça éternellement. Je t'explique. Moi, j'ai créé une boîte qui allait jusqu'à 15 salariés. Au tout démarrage, je disais oui à tout, mais littéralement à tout. J'ai fait des confs dans des bars avec des gens qui parlaient tout en bouffant à côté de moi. C'est l'enfer. Et quand la boîte a commencé à marcher, j'ai dû dire non de plus en plus. Et plus la boîte marchait, plus je devais dire non. C'était l'enfer pour moi, parce que je suis un peu comme toi. Je déteste dire non. Et ça a été un apprentissage assez douloureux, mais j'avais pas le choix parce que je devais aussi m'occuper des gens d'interne, je devais développer la boîte, etc. Et je pense que c'est aussi lié à un démarrage d'activité où tu mets des cannes à pêche un peu partout et tu regardes où ça mord. Et à un moment donné, ça mord vraiment un endroit, tu dis je fonce là-dedans. Et après, t'es obligé de faire des choix parce que c'est la vie. Mais effectivement, d'ailleurs, tu l'as dit dans plusieurs podcasts, t'as un gros défaut. Je l'ai noté parce que ça m'a choqué. Je crois que tu le dis, tu dis oui à tout. Je crois que c'est ça. J'ai un défaut, je dis jamais non plutôt. Tu l'as dit comme ça. C'est ça. Tu dis j'ai un défaut, je ne dis jamais non. Je reprends la terminologie. Alors du coup, si on revient à la question initiale, qui est de se dire, j'ai trouvé aujourd'hui une réponse pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça. C'est quoi la réponse ? Alors, c'est que moi j'ai besoin de lancer mes filets
Et comme tu dis, j'ai besoin de voir le principe de réalité où ça mord et tout. Donc, du coup, c'est pas moi qui fais le choix. Parce que quand on fait le choix soi-même, des fois, on peut couper la ligne d'un truc avant que ça morde. C'est je jette les trucs et je vois ce qui prend et c'est la réalité, c'est le marché qui va faire les choix. Et il y a eu un shift de marché intéressant. Il y a eu une grosse hype du Web3. Et après, d'un coup, c'est un peu retombé. Puis il y a eu l'IA et tout ça. Et après, on s'est dit un peu, bah ouais, Web3, ça sert plus à rien. Qu'est-ce que tu fais dans le Web3 et tout. Et ça m'a forcé à réfléchir en fait à ce que je faisais vraiment. Et du coup, ce que je fais, c'est pas du Web3. Le Web3, c'est une technologie qu'on utilise, c'est un moyen, mais le but, c'est pas de faire du Web3. Et en fait, ce qu'on fait avec Fleet, on est 850 à travailler avec ces méthodes-là, c'est qu'on travaille différemment, on travaille de façon moderne, qu'avec des freelances, avec des outils technologiques qui nous permettent de dépasser des barrières incroyables, comme par exemple, on recrute pas une personne, on fait du travail à la tâche. Enfin, c'est très sophistiqué et très intéressant comme façon de travailler. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais juste du futur du travail. J'étais Flavie, la manager d'avant, mais qui travaillait avec des outils plus modernes, avec des freelances et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, mais genre, c'est il y a pas longtemps, que le board et Fleet, c'était les deux revers d'une même pièce. C'est que je crois maintenant beaucoup dans le freelancing parce que j'en suis une et tout. Donc, je pense que d'un côté, il y a de plus en plus de monde qui veut devenir freelance, et de l'autre, l'entreprise va devoir de plus en plus travailler avec des freelances. Mais elle sait pas comment, parce que c'est la merde quand t'es manager dans des freelances. Ils sont pas à toi, ils vont, ils viennent. Pour les onboarder, c'est chiant, faut faire des contrats pour les payer. Enfin, tu vois, là, je fais appel à l'ancien entrepreneur. Et je me dis, mais attends, mais Flav, toi, t'as un pied des deux côtés. Du coup, tu pourrais bien expliquer aux managers comment manager des freelances. Et tu pourrais bien expliquer aux freelances comment arrêter de bitcher sur l'entreprise et comment bosser avec une grande boîte ou un grand compte. Et à partir de là, je sais pas, c'est comme si tous les puzzles s'étaient alignés, machin et tout. On a parlé avec Marie et finalement, moi... Donc toujours Marie de Fleet 3, voilà, du collectif. Ouais. Exactement. Ouais. Et finalement, après, la vie de l'entreprise, c'est on pivote, on teste nous différentes offres. Mais là, du coup, je lui dis, on pourrait faire plutôt du travail sur travailler avec des façons plus modernes de travailler dans l'entreprise, développer des équipes hybrides, aider les boîtes à faire ça. Et on va utiliser des outils Web3 pour faire ça ou pas. Mais le Web3 n'est plus une finalité, c'est plus un outil. Du coup, Fleet ne serait plus un collectif Web3, ce serait un collectif futur du travail, si vous faisiez bien les choses. Ça me permet d'arriver à une question un peu délicate. Je vais te la poser, t'es pas obligé d'y répondre. C'est quoi tes rapports avec Fleet ? T'es rémunéré pour bosser avec eux ? J'arrive pas à comprendre le modèle pour toi et l'intérêt pour toi concrètement en fait. Ouais. Alors l'intérêt pour moi, il est sur le long terme, c'est sûr. C'est de s'associer. Donc soit s'associer classiquement, soit avec un principe de DAO. Donc c'est une organisation décentralisée. Okay. C'est en gros t'es un collectif et chacun qui contribue va récupérer des royalties. Ok, ça je comprends. Et c'est en cours de construction parce que c'est un peu long, il faut des avocats, des machins pour le créer. Et du coup, moi, mon intérêt long terme, c'est que au début, je travaille beaucoup pour pas beaucoup d'argent, mais demain... Mais tu étais rémunéré du coup ? Alors, je suis rémunérée en apport d'affaires si j'envoie des clients. Par exemple, si j'envoie une mission, un développeur qui va... Moi, je sais pas, développeur blockchain, on le place. Ah, d'accord. Okay, c'est comme des trucs de recrutement. Et ouais, comme ça. Et donc, mais du coup, t'as rentré de l'argent. T'as eu plusieurs cas où... d'accord. Donc, apport d'affaires pour des recrutements. Sponsoring du podcast, ça a été pour moi parce que c'est moi qui l'ai créé. Donc, j'ai eu un peu des petites REM. Mais surtout, moi, ma REM, ça va être long terme. Parce que du coup, je sais que je vais m'investir en tant que co-founder et tout. Et que derrière, ça pourra me faire un petit salaire ou de la rémunération. D'accord. Parce que du coup, il y aura plusieurs co-founders. Bah là, pour le moment, on est parti sur travailler ensemble, Marie et moi. Mais il y aura aussi le collectif via le DAO. C'est-à-dire... Et là, le DAO, c'est un peu... plus tu bosses, plus tu gagnes, quoi. D'accord. Donc tous les freelances auraient, avec le principe du DAO, une part. Pas tous, mais ceux qui s'investissent et qui font des trucs, ils récupéreraient de l'argent. Tu vois. Donc là, les intérêts sont totalement alignés. Et oui, et c'est en ça que c'est mieux qu'une agence où, en gros, tu fais de la marge un peu sur le dos des gens, mais les gens, tu les fais bosser, mais ils n'ont pas d'intérêt à la réussite de l'agence. Oui. Ok, je vois. Comme une USN, quoi, classique, ou une agence, voilà. Ok, donc toi, ton lien avec Fleet, aujourd'hui, c'est un lien plus ou moins non rémunéré, mais qui, pour toi, te permet d'investir sur le long terme. Et surtout, vu comment tu l'as reformulé, c'est de se dire, on va aider les entreprises à travailler différemment, et notamment à travailler différemment avec les freelances. Et là, on exclut le Web3 qui est encore trop perçu comme un outil, non pas comme une philosophie, et ça vous permet de vous positionner de façon haute et de se dire, ok, là, ma valeur, moi, Flavie, elle est aussi là. Ben oui, je pense qu'elle est plus là, en fait. Tu vois, on tâtonne. Je te dis pas, dans un an, ça aura changé. Mais... Oui, écoute, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une dimension conseil-formation.
qui te correspond parfaitement. Et ça me permet de revenir à un sujet que je voulais aborder avec toi. Oh là là, le mec il tourne. C'est que moi je t'ai vu à l'œuvre à des podcasts d'études, donc un événement où on parlait de monétisation des podcasts. Et il y a une grande force chez toi, c'est ta capacité pédagogue. C'est-à-dire que t'es pédagogue, t'es très posé, etc. Je pense que c'est une de tes forces et ça me permet de réfléchir aussi à... Est-ce que tu as déjà fait des formations? Oui. Est-ce que tu as déjà fait du coaching? En sachant que le mot coaching est un mot qui est un peu dévoyé, qui veut tout et rien dire. En tout cas, une forme d'accompagnement. Alors, moi, j'ai été très bien formée par l'entreprise. C'est pour ça que moi, je suis très dithyrambique sur l'entreprise. Tu me verras jamais bitcher sur un truc. Alors, j'ai eu de la chance, peut-être. Je suis pas tombée sur un manager toxique. J'ai eu des bons postes où j'ai créé tout ça et tout. Mais donc, dans mes métiers d'avant, j'ai été très bien formée au management. Et j'ai été même formée à l'animation de formation, train the trainer et tout. Okay. Donc, j'ai créé des formations. J'en ai animé. J'ai accompagné mes équipes pour voir s'ils animaient bien, Et j'ai été coachée par des coachs exécutifs de bon niveau quand j'ai pris mon poste à la Poste, mon deuxième poste, parce que j'étais la plus jeune de France sur ce niveau de responsabilité. Donc je pense qu'ils ont eu un peu peur. Donc ils m'ont collé un coach génial que je salue et qui m'a beaucoup aidée. Comment il s'appelait? Marc Beretta. T'imagines, j'avais genre 27 ans et j'avais un coach exécutif de dirigeant qui me coachait quoi, sur ma prise de poste. Le rêve. Donc... ouais, c'était un bon investissement. Et donc, du coup, j'ai appris d'eux. Et puis après, j'ai appris en faisant. Et je pense que ça m'aide aujourd'hui parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont peut-être plus faciles pour moi que pour d'autres. Comme par exemple, créer une formation, animer une formation en corporate. Tout ça, je peux le faire assez facilement maintenant dans ma nouvelle activité de solopreneur. Je pense que tu as les qualités et alors l'appétence, je pense aussi, mais ça, c'est à toi de me le dire. Mais en tout cas, tu as les qualités pour animer et pour expliquer les choses tout en faisant participer les gens, qui est assez... voilà, en tout cas, dans tes options de monétisation, si je puis dire, la formation est clairement, à mon avis, une option que tu peux vraiment considérer. Ça, c'est... merci. Donc, je le considère. Il y a un seul truc que j'aime pas, c'est si je devais être que formateur, il y a ce petit côté, comme je disais au début, quand tu fais que former mais que tu ne fais plus toi-même, je trouve qu'à un moment, ça se déconnecte un peu de la réalité. Sûr. Du coup, j'aime bien, d'où le côté un peu artisan, tester un peu des trucs et tout. J'aime bien. Et après, un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est les podcasts. Les podcasts et les lives. Ou en gros... Alors attends, tu fais des lives LinkedIn aussi de mémoire. Oui, voilà. Et alors ça, c'est dur. C'est encore plus dur qu'une formation, je trouve, en présentiel, parce qu'il faut bien savoir ce que tu vas dire, faut regarder les commentaires, faut animer et tout. Et ça je pense que ça m'a fait encore monter d'un cran. Et je vais te raconter une blague. J'avais fait un live Instagram il y a super longtemps, quand j'avais mon compte Workitude et tout, au tout début, quoi, du board. Et grâce à ça, j'avais testé l'expérience. Et quand j'étais revenue au bureau, j'avais fait un live sur Teams. Personne n'avait jamais fait ça encore dans la boîte. Pour les 600 personnes en France, pour leur présenter un... Et en fait, j'avais donc utilisé des compétences de mon podcast appliquées à B2B. Et en fait, les gens, ils me regardaient comme ça. Genre, ça s'était jamais fait de faire un live... tu vois. Tu avais utilisé les compétences de ton side pour les appliquer, side project. Beaucoup d'anglicisme ici, mais... Ils ont l'habitude. Workitude, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas. Tu dois trouver un pseudo sur Instagram quand tu lances, et j'ai trouvé ça. Et c'est le pseudo que tu as changé maintenant, le board. Voilà. D'accord. Avant, ça s'appelait Workitude. D'accord, parce que je me disais, j'ai pas trouvé ça, mais ok, ça me rassure parce que j'ai trouvé l'Instagram du board. Alors, moi, je voulais aborder un sujet plus perso. C'est qui ton mec? C'est Romain. Romain comment? Romain Dichoulot. D'accord. Je sais pas s'il va aimer que je le rende public sur un podcast. Ouais, non, je rigole. Mais après, en fait, pour ceux qui connaissent un peu Flavie, qui l'écoutent, tu parles souvent de lui. Et je trouve qu'il a un très bon rôle, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un miroir pour toi, c'est quelqu'un qui te rend à beaucoup de choses. Souvent, tu dis, mon mec, il m'a dit ça, mon mec, il a pensé ça, mais pas dans le sens négatif. Ça veut pas dire que tu vas prendre pour argent comptant ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, ça te renvoie, ça te fait un effet miroir et ça va te faire réfléchir. Et à chaque fois, quand tu parles de lui, il t'a fait réfléchir sur un sujet et je voulais le féliciter
parce que pour le coup, je trouve que quand on est marié ou en tout cas en relation avec quelqu'un, l'intérêt aussi c'est d'avoir quelqu'un qui fait un effet miroir. Je trouve dans son cas, Romain, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? En plus, il fait miroir pas trop complaisant. Il Ah dit non, les non, choses non. franchement. Non, justement, c'est Voilà, ça c'est l'intérêt. Sinon, si c'est juste pour passer de la brosse à reluire, ça marcherait pas trop. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment vous... Bah après, je pense on s'est rencontrés dans le travail aussi, donc peut-être ce qui fait qu'on a des discussions assez open sur le boulot aussi. Et lui, il est directeur des opérations régionales, D'accord. donc un peu ma... Toujours chez Sixt alors? Non, il a changé quand on a déménagé à Nantes, voilà. D'accord. Et du coup, c'est un manager de grandes équipes dans une boîte et tout, donc plutôt opérationnel comme ma vie d'avant. Mais il est quand même supportif de mon nouveau mode de vie, même si évidemment il y a les antagonismes parfois entre salariés et solopreneurs. Et des fois il me dit non mais arrête de faire ton Instagrammeuse, tu vois, des trucs comme ça. Ou quand je vais poster un post sur LinkedIn, ça va lui paraître complètement débile, alors que tu sais que ça contribue à notre nécessaire, je sais pas comment dire, visibilité. Bien sûr. Voilà. Et non, et du coup c'est bien. C'est un peu les pieds sur terre. Sur ce point de vue-là, donc des fois on est en conflit sur ça, et en même temps ça me fait du bien pour pas que ça déborde trop et que ça soit trop hors sol, mon activité, parce que t'es d'accord que ça peut le devenir un peu. Mais justement, parce que toi t'es pas loin d'être une workaholic, tu bosses beaucoup et tu le dis dans plusieurs podcasts, et moi je te connais aussi par ailleurs, je sais que tu travailles beaucoup, tu travailles le week-end, tu travailles le soir, etc. Est-ce que un Romain, en tout cas ton compagnon, vous n'êtes pas mariés, pourrait justement te dire, bon, à un moment donné, bah, écoute, nous, on a besoin que tu sois là avec nous. Quel est son rôle là-dedans, et comment, plus globalement, tu gères justement l'amour que tu as du travail, dans le bon sens du terme, hein, quand je dis ça, hein, c'est que les gens comprennent pas. Souvent, ils disent, ouais, moi, mon objectif, c'est de travailler moins. Bah, quand tu aimes quelque chose, tu as envie de travailler sans arrêt. C'est exactement ton cas. Comment lui gère ça, et comment tu gères ça avec la famille? Parce que tu as quand même 2 enfants de 2 et 4 ans. Ouais. C'est pas simple. Alors étonnamment, j'ai calculé l'autre fois, je me suis rendu compte que je bossais pas tant que ça en heures. Parce qu'en fait, le matin, je vais les déposer, je vais récupérer les enfants. Donc en gros, je dois bosser de maximum de 9h à 17h, grand max. Ce qui est pas tant que ça, hein. Ce qui est pas tant que ça. Non, non. Je prends une pause déj ou je vais au sport. Donc en plus, ça enlève 1h30. Donc tu vois, l'autre fois, je me disais, bah attends, j'ai l'impression d'avoir travaillé 60 heures et les mercredis midi, putain, je suis crevée. Je regarde, j'ai bossé, genre... Attends, mais tu travailles le week-end aussi? Le week-end, c'est un peu plus insidieux, ouais, là, pendant la sieste des enfants, une petite newsletter, un petit truc. Donc je m'en rends moins compte. Ça va s'arrêter la sieste, hein. Enfin, ouais, ça commence déjà à s'arrêter. Et plus ça va quand même, moins je bosse le week-end, ça au moins je me suis mis un peu l'objectif. Parce que tu sais, quand ça m'est arrivé, un jour je pars en week-end chez des potes, et là ça me fait chier parce que j'ai des trucs à faire pour le board. Et là je me dis ça va pas du tout, alors que j'étais trop contente de voir mes potes. Mais quand je me suis dit, j'étais un peu aigrie parce que je devais partir prendre un train, je me suis dit non mais là ça va pas du tout en gros. Bon bref. Du coup, je bosse pas tant que ça en heures, mais c'est plutôt en intensité. Et je fais même pas tant que ça de nocturne, parce que j'ai le gros tunnel du soir, 17h, aller les chercher à vélo, mes enfants, revenir, le bain, le machin, la bouffe. Il est 21h. En fait, t'as plus envie de rebosser après ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, t'en peux plus, quoi. Ouais, tu vois, c'est tout compliqué donné, de s'y quoi. remettre. Ouais, je vois bien. C'est compliqué de s'y remettre. Et dans notre équilibre, il y a un truc de bien, c'est que lui, il part en déplacement, en gros, dans sa région du mardi au jeudi, tu vois. Et il est en télétravail le lundi et le vendredi. Et du coup, moi, c'est un peu l'inverse. En gros, du mardi au jeudi, je vais être ici, je vais m'occuper des enfants matin et soir et tout. Donc, ça me condense mon temps et c'est bien, ça me limite. Et après, lundi et vendredi, je suis plus cool. Et c'est souvent en fin de semaine que je vais sur Paris, ou de temps en temps, je vais sur Paris, on peut décaler les jours. Et comme lui et moi, on a souvent cette respiration, l'un de l'autre, et des enfants aussi, et ces déplacements, voilà, chacun fait sa part, on se partage bien aussi, et du coup ça permet, quand t'es en déplacement sans les enfants et tranquille, d'être vraiment 100% dans ton taf, et quand t'es ici, d'avoir des horaires moins denses. Donc j'aime bien aussi cette respiration. En gros, ça me fait des petits sprints, et ça me convient bien, plutôt que de devoir tous les jours bosser tous les jours à la même heure, ou faire les mêmes trucs, ou s'occuper à moitié du temps chacun des enfants, quoi.
Ouais, toi, déjà, un, t'aimes pas la routine, et deux, non, je suis, du coup, la Flavie d'il y a 1 ou 2 ans est déjà différente de la Flavie d'aujourd'hui, en fait. Ça, c'est marrant, tu vois. C'est ça. Tu le dis, tu le disais plutôt avec le sourire. Et euh, moi, la question que je me pose, c'est quand j'écoute aussi et quand, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais ce syndrome que tu as de la bonne élève, justement, qui est de se dire je dois faire tout bien, je dois préparer les choses, j'ai une carrière, etc. Comment tu jongles avec? Comment tu vis ça? Alors j'ai une femme qui est pareille que toi, et c'est pas simple parce que dès que ça sort alors toi tu vis bien dans le chaos, mais elle moins. Mais dès que ça sort elle, si, l'autre jour, quelqu'un lui dit ah t'avais oublié de faire ça, et hop, c'était la panique parce que justement la bonne élève, dès qu'on lui dit qu'il y a un truc qui est pas bien fait, ce qui arrive à tout le monde, bah elle est paniquée parce qu'on lui dit qu'il y a un truc qui est pas bien fait. Mais comment tu vis ce syndrome de la bonne élève par rapport à ça? Il faut que je bosse encore dessus. Déjà, ça m'a aidé, tu vois, de faire péter un peu plein de trucs, de dire je pars faire du freelance au lieu de monter une start-up. Tu vois, d'assumer plus un peu des C'est petits trucs clair. comme ça. Ça m'a vraiment aidé. Tu t'es mis en danger, ouais. Bah ouais. Et en fait, du coup, tu sais que t'as des gens que tu verras plus parce que tu les intéresses plus, parce que t'es plus dans les circuits machin, et t'en rencontres d'autres, de nouveaux, qui t'intéressent et tout. Donc ça me dérange pas. Ça m'a bien aidé. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un aussi qui aime plutôt faire. Enfin, maintenant, et surtout en tant qu'entrepreneur, et déjà je le faisais avant, je préfère lancer les trucs que pas les lancer. Donc moi, j'ai pas de côté perfectionnisme dans l'aboutissement de mes trucs. Et souvent, je disais à mes équipes d'avant, moi, c'est un peu Jean-Michel à peu près, quoi. Je vais lancer le truc et on verra. Et il y avait quelqu'un dans mes équipes qui était toujours à me dire que ce que je lançais, c'était pas assez si, qu'on n'avait pas C'était bien. pas assez structuré. Et je lui disais, écoute, au moins c'est fait, t'as qu'à l'améliorer en cours de route, tu vois. Donc ça, je l'ai gardé. Donc de temps en temps, j'ai des trucs à moitié. Par exemple, souvent, je poste un podcast, il manque la moitié de la description, paf, le lendemain, je le corrige. On s'en fout. Tu le remets à jour. Ça c'est génial. Bah non, mais pour Voilà. moi, tu t'en es éloigné quand même là. Donc je m'en suis éloignée sur les livrables. Par contre, sur mon image, bof, Ouais. j'ai du mal encore. Ok. Alors ça, c'est vraiment le super sujet. C'est qu'effectivement, on en parlait juste avant d'allumer le micro. C'est que tu te livres, paradoxalement, t'es une personnalité qui prend beaucoup la parole, mais tu te livres très peu sur toi. Tu dis pas des choses plus personnelles. Je pense que c'est la première fois dans un podcast que tu parles de ton mari ou de ton compagnon. Tu t'as pas cette dimension-là qu'on peut voir chez certains influenceurs, je mets des guillemets influenceurs, de mettre en avant sa famille, ses enfants. Mais toi, c'est vraiment une dimension qu'il faut aller les chercher, ces infos. Il faut vraiment se lever. C'est quoi chez toi qui fait, enfin, c'est de la pudeur, c'est quoi? Non, mais déjà, souvent, je me dis à quoi bon? Parce que j'ai déjà une vie riche, tu vois, professionnellement, avec de l'imagination, des idées, des machins. J'ai assez de trucs, en fait, à dire, à partager pour aller dans les trucs trop perso, tu vois. Donc, des fois, je me dis à quoi ça sert. Après, je pense que j'avais des parents quand même très aimants, mais assez réservés. Enfin, on s'est jamais... comment dire, c'était pas des trucs je t'aime pendant des heures ou des machins ou raconte-moi, qu'est-ce que tu penses de machin. Tu vois, les sentiments, c'était plus feutré. Donc peut-être que j'ai gardé ça. Et ouais, du coup, je me pose pas trop de questions, en fait. Tu vois, je suis pas trop dans le comment je me sens, machin. Et d'ailleurs, j'ai une confession à te faire, tu vois, avec l'ère du care, la bienveillance au travail, tous ces sujets-là, moi, ça m'a traversé bizarrement, parce qu'en fait, en tant que manager, je suis plutôt un manager bienveillant, mais plutôt fun et tout, mais quand même plutôt, bon, allez, on y va, quoi, on est dans l'action, tu vois. Et du coup, tout ce côté... comment dire, prendre soin, prendre le temps de se poser, s'arrêter, faire son introspection, la santé mentale et tout, ça m'a posé question. Je me suis dit, est-ce que moi-même, je contribuais pas au truc du hustle, tu vois, on avance, on n'a pas besoin de se poser de questions, tout roule, quoi, tu vois. Et du coup, sur l'introspection, je sais pas, je suis pas allée voir un psy sur ce sujet, je suis allée voir un psy plus jeune quand j'étais ado, mais bon, c'était pour un petit truc. Ça mériterait de recreuser sur est-ce que il faut pas laisser plus de temps à l'introspection justement plutôt que d'être dans l'action permanente, tu vois, par exemple. Est-ce que tu as eu, du coup, je te pose une question qui m'est venue en t'écoutant. Est-ce que tu as eu un ou des moments difficiles dans ces 3 années-là
de test and learn, de tout ce que tu as fait? Non, j'ai plein de micro-déceptions, tu vois. Ça arrive tout le temps, Un genre sponsor, un partenaire, un le client. mec qui te dit génial, on bossait ensemble toute notre vie et qui te ghost, Ouais. le truc. Mais ça, bon, enfin voilà, c'est la classique. Et puis, en fait, j'étais armée, je pense, le commercial, ça te blinde parce qu'en fait, c'est toujours des déceptions, quoi. Tu vois, enfin, t'as beaucoup plus de déceptions que de kiff. Mais par contre, quand t'as un kiff, c'est super fort. Non, après, niveau perso, ouais, j'ai eu quand même, j'ai divorcé, moi, avant et tout. Donc, du coup, T'as divorcé pendant le Covid? non, avant. Avant Et le du coup, Covid, d'accord. tout ça, c'est ma nouvelle vie et tout. Et ça m'a mis un choc aussi parce que ça m'a fait changer de vie. J'ai fait voler en éclats plein de trucs. Donc, tu vois, sur le quand dira-t-on, sur tout ça, ça a joué quand même. Et dans aussi, peut-être le fait que je m'assume plus aussi sur plein de choses. Enfin, voilà. En gros, il y a un peu un avant et un après ça aussi, et dans le côté bon élève et tout. C'est génial parce que tu es une bonne élève qui fait vachement gaffe à son image, mais tu as divorcé, tu es dans le freelance, tu es passé d'un métier qui gagne bien à un métier de freelance. Enfin, c'est comme si tu dis nique l'image, quoi. Ben, en fait, j'ai quand même fait pas mal de trucs que finalement d'autres gens n'ont pas fait. Et du coup, je me dis, et en plus, toujours pareil, peut-être que j'y vais de façon feutrée. J'ai quand même le sentiment d'être plutôt moi-même, quoi. Enfin, tu vois, quand je parle, entre ce que je dis aux gens dans les podcasts ou dans la vraie vie, il n'y a pas tant de différence. Des fois, justement, mon mec me dit des fois, non mais attends, mais qu'est-ce que c'est ça en casquette sur LinkedIn? T'as vu comment tu parles? Presque c'est familier, machin. Et je lui dis non, mais ça c'est parce que c'est la communauté, c'est des gens, on est pareil. Je parlerai peut-être pas comme ça à un PDG du CAC 40, tu vois. Ah oui, tu t'adaptes selon l'environnement. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois, je l'avais pas le fait que tu étais divorcé. Je l'avais pas trouvé dans mon scope. Pourtant, j'ai cherché pas mal de choses. Mais comment tu vois les choses justement à partir de maintenant? C'est-à-dire que en fait, ce que je vois, c'est que tu as fait un chemin de vie ces 3 dernières années qui démarrent du Covid, de ce fameux juin 2020 où tu t'es dit, je lance le podcast. En fait, le podcast, c'est vraiment une cassure, mais dans le bon sens du terme, dans ton parcours, et ça t'a donné la force d'aller à l'étape suivante. Comment tu vois les prochains mois / années? Alors, c'est une question difficile, mais surtout pour toi. Mais comment, en tout cas, tu aimerais voir les choses si on était dans quelque chose de projection? Alors déjà, je suis contente de ma nouvelle vie. J'aime bien la direction qu'elle prend, tu vois. Nantes, j'aime bien cette ville. J'adore cette ville. Pourquoi Nantes? Que je connaissais pas du tout. Hasard. Enfin, hasard. C'est un peu comme tu sais, quand tu gagnes au loto. Tu sais, allez, tu jettes la carte et voilà. En fait, c'est marrant. On est parti en week-end ici parce que je disais à Romain, bah tiens, dans les 2 villes où je me déplaçais tout le temps. Mon mec toute maintenant France. a un prénom, alors, vous remarquez. Voilà, c'est ça. J'ai osé, mais voilà. J'allais dans toute la France voir mes équipes. Et Nantes, c'est une des villes où je revenais dans la journée en train depuis Paris. Tu sais, j'étais pas restée dormir ou le week-end. Ouais, oui, alors que c'est bizarre, j'avais passé déjà des week-ends à Nice, des week-ends à Marseille, des week-ends à Bordeaux, comme il y a mes parents et tout. Et je lui dis, bah tiens, il y a 2 villes, il y a Toulouse et Nantes, où à chaque fois j'y allais sur la journée, on pourrait en visiter une des 2. On allait visiter Nantes, et là c'était un week-end trop bien. Coup de foudre. Coup de foudre. Et la première fois, on se dit, on l'envisage. Et comme en plus tous les 2, on connaît pas, tu vois, on n'a pas d'attache particulière, on s'est dit, allez, moi ça me rapprochait un peu de la mer. Je me dis, je veux continuer à faire du surf, je serai plus proche et tout. Voilà. Et Romain, il se dit, bah il y a de quoi faire au niveau boulot, c'est assez dynamique. Et depuis qu'on s'est installé, moi, c'est l'énorme coup de foudre. Parce que il y a plein de freelances et plein de solopreneurs. Il y a des startups. Il y a un environnement trop cool. Il y a plein de trucs à faire avec les enfants. Il y a des fest-noz techno. Et c'est trop bien. Donc voilà, j'aime bien cette nouvelle vie. J'aime de plus en plus, je sens que je vais pouvoir maîtriser mon temps et faire un peu moins n'importe quoi et mettre un peu plus de surf, mettre un peu plus de cool. Bon, donc ça me plaît. Tu vois, l'endroit où je vis aussi me plaît et ça compte. Ouais, vous voyez pas, mais on est sous une véranda, il fait beau, il y a un petit jardin avec... Non, c'est très sympa, c'est très sympa.
C'est très lumineux. Et l'avenir, je le vois bien, tu vois, parce que justement, grâce à ces trucs scalables que je déploie, ça me donne une perspective. Alors que la vente de temps me stresse trop, moi, m'enlève mes perspectives et je me serais pas vu faire ça trop longtemps. On est d'accord que quand tu dis scalable, c'est le fait de positionner freelance sur des missions et prendre un pourcentage. C'est assez large ma définition. Ma définition, c'est investir maintenant dans des trucs qui me rapporteront plus tard et plus largement que mon temps. Typiquement, pour moi, le board, c'est scalable parce que plus les gens vont l'écouter. Pas financièrement, mais ça peut l'être un peu. Ça peut l'être un peu, et ça va grandir, ça va, voilà. Le collectif, c'est scalable parce que ça passera par d'autres que moi. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, ça va être intéressant. Et enfin, le troisième truc scalable, c'est les formations, les produits, ce genre de choses. Et donc j'aime bien ces perspectives. Je pense que mes 5 prochaines années, ça va être développer ces 3 univers-là et j'ai de quoi faire, quoi. Quand je vois tout ce qu'on apprend tous les ans et tout, vraiment, je le vois comme ça, tu vois. J'ai l'impression que tu rajeunis, en fait. C'est très bizarre comme sensation parce que... Non, mais c'est vrai. En fait, tout à l'heure, j'avais la question et je l'ai oubliée et je sais exactement la question que je voulais te poser. Ils en disent quoi, tes parents, de tout ça? Alors, ils sont trop mignons. Bah, mes parents, pareil, déjà, ils sont pas très, comment on dit, judgmental. Ils m'ont jamais trop embêtée, mais il faut dire que j'étais l'élève modèle aussi. Ils n'avaient pas besoin. Justement. J'étais bonne à l'école, j'ai fait une école de commerce, j'ai bien travaillé. T'avais une sœur, un frère? J'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi. D'accord. Et qui est très bon élève aussi. Très sympa. C'est la famille qui produit des bons élèves. Oui. Donc, ma mère était prof. Donc, mais justement, c'est perturbant. Je veux dire, t'achètes ta fille bonne élève, en 2018, elle est mariée, elle a un job dans un truc, 2020, elle est séparée, elle se lance en freelance. Je veux dire, on a quand même... Oui, mais il y a eu un truc avant, c'est trop marrant. Je me rappelle, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que je partais de la poste pour Sixt, moi j'étais trop contente, je faisais un jump, j'allais dans une nouvelle boîte, je passais dans le privé, le vrai et tout. Et elle a pleuré. Parce qu'elle m'a dit, mais tu quittes un emploi pour la vie et tout. Non, mais il faut se rendre compte que, attends, nos jobs ont tellement accéléré. Il y a 10 ans, ma mère a pleuré quand je suis partie de la poste parce qu'elle pensait que ça serait mon job à vie. C'est énorme. Donc, elle a pleuré au téléphone. C'est énorme. Ouais, mais gentiment, sans me... Oui. Voilà, et c'était mignon. Et du coup... Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit quand t'as dit, bah là, je me sépare ou je divorce? Là, il y a eu beaucoup de compassion et tout. D'accord. Et pas trop d'avis à donner et tout. Ils sont géniaux, ils sont géniaux, pardon. Ils sont vraiment géniaux. Franchement, ouais, ils sont méga sympas. Et quand t'as raconté ta nouvelle vie professionnelle. Et alors là, mon père me dit, écoute, je comprends rien à ce que tu fais. Mais bon, je sais pas, toi t'as l'air de comprendre, donc voilà. Et franchement, ils sont tolérants parce que du coup, cette vie, elle est décousue. Encore l'autre fois, j'étais en vacances avec eux. J'étais en train de monter un podcast pour LinkedIn Learning avec mon micro comme ça dans le salon. Enfin, vraiment, ouais, ça doit pas être évident pour eux à expliquer, mais... Je suis en train d'imaginer tes parents en dîner avec des amis. Ah, et ta fille, elle fait quoi maintenant? Alors, ma fille, elle fait quoi? Mais il y a un truc qui me sert, c'est que ma mère écoute mes podcasts. Ah, c'est pas vrai. Si. Mais attends, mais tu l'avais pas mis sur un post LinkedIn, ça? Non, c'est pas toi. Peut-être. Non, je fais pas trop de voyeurisme comme ça. Non, c'est pas toi. Mais un jour, elle m'a dit un truc trop mignon. Elle m'a dit... Oui, bah, je sais pas, l'autre fois, tu me manquais. J'avais pas dû l'appeler. Voilà. Donc, j'ai écouté un de tes podcasts. Elle se retrouve avec le podcast Web3. J'adore. Et je l'ai fait écouter un de mes podcasts Web3, le pire, celui sur développeur blockchain. Le truc qui est incompréhensible, voilà, c'est ça? Pour qu'après, je l'ai enregistré quand elle m'a débriefé et j'ai mis ça dans mon Genesis pour montrer que c'était rigolo. Et quand elle disait, oui, ben moi, ça me rassure parce que le monsieur explique que personne comprend rien au Web3, donc je me sens moins seule, blablabla. Bon, bref, voilà. Donc non, je dirais qu'ils sont très supportifs, quoi, parce qu'au moins ils m'empêchent pas de faire mes trucs, ils ont pas de remarques déplacées et tout, non, méga sympa. Bon, bah c'est génial, on a parlé de ton mec qui s'appelle Romain, de tes parents, on a parlé de tes enfants, mais je pense que ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une répartition entre Romain et toi qui est quand même hyper bien faite et qui te permet aussi de continuer tes activités. Pour conclure,
notre entretien. C'est quoi le futur pour le board? Pour vous, chers auditeurs? Alors, moi j'ai beaucoup d'imagination, donc il faut savoir que Au cas où il y en aurait un doute. j'ai beaucoup de choses de prévues. Et ça arrive par salve. Tu sais, de temps en pendant 2-3 mois, j'ai des trucs, je sens comme si ça me démangeait, mais ça sort pas. Et après, d'un coup, pouf, je suis sur mon vélo ou je fais autre chose, quoi. Et là, ça sort. Et donc là, il y a pas longtemps, j'ai eu l'épiphanie encore qui est re-arrivée pour encore la suite du board. Ma vision, c'est incubateur de solopreneurs. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a des écoles pour devenir entrepreneur, il y a des incubateurs. Mais maintenant, la start-up, c'est dépassé. Parce que on est mal payé, on se fait chier, on doit lever des fonds, il n'y a plus de fonds à lever. Et en plus, on fait des SaaS qui servent à rien. Non, je rigole. Mais donc, Ouais, je vois l'idée. tu vois un peu l'idée. D'accompagner des solopreneurs à s'éclater. Voilà. Mais je crois que tu le disais avec Alexis, t'as pas peur de t'attaquer à un marché où il n'y a pas peu ou pas d'argent? Non, parce Je sais que. plus où t'as répondu d'ailleurs à cette question. Alors, Qui t'a posé la même. ouais, en plus, moi, je suis la première à dire fais du B2B, c'est mieux. Moi, je viens du B2B, enfin, j'aime bien l'univers B2B. Mais moi, je vais pas m'attaquer à tout le freelancing et tout ça. Moi, j'ai une vision vraiment plutôt pour les freelances expérimentés qui veulent durer, qui veulent que vraiment ça soit leur lifestyle pour la vie. Donc des gens qui auraient les moyens de se dire, bah voilà, je vais me faire Oui. accompagner, etc. Pas le. Et qu'est-ce que je voulais dire tu vois, par exemple, il y a beaucoup de solopreneurs qui, quand ils grandissent, vont recruter. Et tant mieux pour eux. Mais l'autre fois, j'ai interviewé Nina Ramen dans le solo show et en fait, elle recrute et elle devient manager. Et du coup, moi, ça m'intéresse plus parce que j'ai pas envie de devenir manager comme avant. C'est tout un métier à part et j'ai envie de rester libre. J'ai envie de travailler avec d'autres freelances. J'ai envie d'être tranquille, de pouvoir choisir mon rythme et tout. Et donc, c'est ça que je veux attaquer avec ce sujet solopreneur. Donc, et je pense que je vais vraiment axer sur la communauté. Parce que là, la communauté, elle existe, mais pas vraiment. Elle existe avec moi, elle existe de temps en temps, mais je veux vraiment accélérer sur le fait que les gens fassent du troc de temps entre eux. Une heure de ton temps contre une heure de mon temps. Il disait très bien avec toi, Alexis, c'est que t'as plus une audience qu'une communauté. Ben oui, et puis il y a 400 personnes sur le Discord qui pourraient se parler, mais ils ont besoin de... Donc t'as toujours besoin d'être là pour pousser, Ouais. d'initier, etc., etc. Et pourtant, on pourrait faire des trucs de dingue. Moi, j'ai déjà créé des produits... 400 personnes sur ton Discord? Des Ben- gens de l'audience du board? Ouais. Ah, c'est énorme. Bah ouais, je travaille pas assez sur ça, mais j'ai déjà créé des produits, co-créé des produits avec des gens du board que je ne connaissais pas avant le board. Donc si moi je le fais, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. On peut s'associer, on peut créer des collectifs ensemble, on peut faire des produits. En fait, il y a tellement de trucs à faire. Et moi, je crois vraiment au côté collectif, tu vois. Et c'est ça que je voudrais faire. Enfin, c'est ma vision pour le board. Et du coup, c'est là que les NFT vont m'aider parce que avec les NFT, c'est la seule façon de rémunérer les gens s'ils s'impliquent. C'est-à-dire qu'en gros, admettons que tu achètes un... Mais qui dit NFT dit wallet, dit éducation, évangélisation. Le problème, c'est que les étapes précédentes ne sont pas encore validées. Et c'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Mais il y a une grosse partie qui se fait en no-code, en Apple Pay et tout, donc t'as même pas besoin de savoir. Oui, Voilà. mais tu fais 3 clics et ça t'amène à... c'est hyper intéressant parce que ça boucle. Tu t'as pas répondu néanmoins à une question. Quel est l'impact sur le board concrètement? Est-ce que ton type d'invité va changer? Est-ce que tu vas ouvrir à des nouvelles personnalités? Ou c'est quoi dans le contenu de ce que nous on va écouter au quotidien? Non, à la semaine. au contraire, et je pense que je vais encore plus, et là je l'ai bien fait cette année, et j'ai vu que ça avait augmenté encore les écoutes, c'est que vraiment je vais rester sur cette micro-niche qui est le freelance diversifié, scalable, solopreneur. Donc ça veut dire que tu inviteras des gens qui ont passé le cap. Soit qui ont passé le cap, soit qui nous donnent des conseils qui passent le cap. Typiquement, je te donne ma liste de sujets que j'ai pas encore traités. Devenir conférencier, par exemple. Comment on fait? Parce que, attends, c'est chaud de vendre une conférence. Moi, j'en ai déjà fait, mais des gratos, quoi. Donc, vendre à 2-3 000 balles. Voilà, ça, okay. Bon courage. Donc là, j'ai repéré quelqu'un du board qui m'a conseillé quelqu'un. Voilà. Créer une holding pour héberger ses activités financières, parce qu'il y a des indépendants qui gagnent bien leur vie. 300 000, 400 000 euros, ça commence à faire du chiffre. Donc,
paf, quelqu'un m'a parlé de ça. Je me dis, waouh, trop intéressant. Plein de sujets en fait où on va encore accélérer sur ce sujet pour se dire ouais, il y a des sujets de freelance débutant, mais il y a aussi des sujets de freelance senior. Avancé, ouais. T'as fait des épisodes solo. Est-ce que c'est un truc que tu vas faire de plus en plus ou c'est un truc que tu veux essayer un peu plus? Donc quand je dis épisode solo, c'est que tu es toute seule à prendre le micro, hein, pour bien préciser. Au début, j'en faisais plus avec des sortes de conseils. Là, j'en fais presque de moins en moins parce que j'ai fait plutôt des lives. Et du coup, ça m'intéressait aussi de faire un truc plus, un talk show, un peu plus communautaire et d'impliquer la communauté dedans. Par contre, c'est un gros bordel à organiser, quoi. D'être 3 ou 4 au micro, de prévoir la date, de prévoir le thème. Donc c'est en physique. Ça, tu peux le faire dans les événements comme le Wed Today à Nantes où tu sais qu'il y a plein de monde et là, tu te réserves un petit endroit, mais il y a toujours un setup matériel à faire. Donc solo, en gros, je le fais vraiment quand il y a des gens... quand il y a personne d'autre que moi qui peut dire le truc, quoi, parce que quand j'ai en gros ma vision à exprimer et que ça bouillonne, je me dis vas-y, c'est maintenant, faut que ça sorte. Là, j'en ai fait un sur, mon modèle un peu scalabilité, diversifié, machin, parce qu'en fait, finalement, je le vois pas ailleurs, donc j'ai besoin d'en parler, de l'accoucher, donc ça sort. Sinon, c'est plutôt des duos, et après, plutôt des lives. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est des trucs en public aussi. Ça me plairait trop. Ah, mais ça, je te vois tellement faire ça. Ouais. Parce que j'adore. Surtout, il y a tellement de conférences dans lesquelles tu peux te greffer des journées entières où tu dis, moi, je fais le setup et c'est dans une journée, on va interviewer des freelances, etc. Non, ça, c'est ma passion et j'ai trop envie de faire ça. J'ai plusieurs projets. C'est génial. Et j'espère que ça va se matérialiser, où je pourrais faire un peu MC, un peu enregistrement en live. C'est pas signé? C'est des grandes confs? C'est pas signé encore. J'ai des discussions avec des partenaires pour le faire avec eux. J'ai des discussions avec des conférences aussi pour le faire avec eux. Et c'est vraiment sur les sujets freelancing. Et ça serait trop cool. Et le côté live, se réunir ensemble pour de vrai. Parce que quand je suis partie à Tafwax Relax, le séjour qu'on a organisé de surf entre solopreneurs, c'était trop bien. Et j'ai pas envie d'être agence de voyage ou de faire de l'événementiel, mais j'ai envie de temps en temps que ça nous serve de point de ralliement parce que c'est comme des petits stops où on se retrouve, comme quand je vais déjeuner le midi à Nantes avec des gens dans la vraie vie. Et ça me fait un bon complément à mon activité qui est quand même très digitale, quoi, tu vois. C'est comme ce qu'on est en train de faire tous les deux maintenant, quoi. Ok. Moi, je voulais juste souligner une dernière chose et ça va clore avec le démarrage de l'interview. Vous entendez bien que Flavie, c'est une vraie artiste, que quand elle se balade en vélo, elle a toujours 10 000 idées. Et s'il y a bien quelqu'un qui est une artiste, c'est bien Flavie. Sauf que comme elle a encore du mal à l'admettre, un jour, on arrivera à lui faire admettre que c'est une vraie artiste. Merci 10 000 fois, je me suis régalé. Et je vous dis à bientôt sur le board. Merci Flavie d'être venue sur ton propre podcast. Merci à vous. Merci à toi Laurent d'être venu me tendre le micro. Salut. Salut.